Quels sont ces actes? Un, on voit M. Moukouna dans les images portant une montre. N'est-ce pas? Bon, alors cette montre-là, c'est sa montre. Est-ce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles on les voit avec cette montre? Explorer. Le prévenu s'est opposé au major, plutôt au général Tchomba. Quand je dis général Tchomba, c'était un professeur d'université, c'était un médecin légiste. Et c'est à ce titre, comme médecin légiste, qu'il a été requis régulièrement pour faire l'exploration, pour vérifier, n'est-ce pas, les informations données par Madame Chibola. Mais le prévenu ayant refusé, nous demandons à la juridiction saisie d'ordonner qu'il y ait cet examen-là. C'est même dans l'intérêt du prévenu. Si réellement il n'a pas fait ce qui est mis à sa charge, si c'était moi par exemple, je vais accepter qu'on regarde mon corps. Bonjour. Bon, par rapport à l'état des droits, on en parle, beaucoup de gens en parlent. Les Kinois en parlent, les Congolais en parlent. Vous, en tant que professionnel du droit, quand est-ce qu'un pays peut parler d'un état de droit? Un pays peut parler de l'état de droit quand il met au centre de son action, ou l'État met au centre de son action, les droits fondamentaux de la personne humaine. En fait, le concept état de droit vient des doctrinaires allemands. Et justement, ils sont partis de l'idée que l'état de droit existe à partir du moment où toutes les règles font que, au centre de toute la gestion de l'État, on respecte l'homme, sa dignité et tous ses droits. Ce qui implique que la règle de droit soit le seul référent au-dessus de tous. L'État est soumis à la règle de droit, les gouvernants sont soumis à la règle de droit et les citoyens sont soumis à la règle de droit. On s'accorde à dire aujourd'hui que 3 éléments constituent l'état de droit. La légalité, la démocratie et les droits de l'homme. La légalité, c'est le respect des règles établies. Par exemple, on ne nomme pas un magistrat, on ne nomme pas dans l'armée sans suivre une certaine procédure prévue par la Constitution. Proposition du gouvernement, délibération en Conseil des ministres, contre-seing du Premier ministre et puis signature du Président de la République. Ça, c'est la légalité. Si on n'a pas respecté ce processus, on n'est plus dans l'état des droits. Même si éventuellement des décisions sont prises en faveur des gens, par exemple récemment, les ordonnances qui ont été prises récemment, ce sont des grands magistrats qui ont été promus. Ici, à la Cour d'appel, il y a un grand magistrat, le premier président de la Cour d'appel, Chamakesh, par exemple. Il y a des grands magistrats. J'ai connu Kuminga ici, qui a été envoyé PG à Lubumbashi. Donc, il y a des grands magistrats. Bonheur, qui est devenu PG ici, et d'autres. Ce sont des grands magistrats qui ont été promus. Mais, est-ce que les ordonnances ont respecté la légalité? C'est-à-dire, surtout dans un contexte de cohabitation que l'on appelle coalition. Dans ce contexte-là, ça signifie que le chef de l'État n'a pas la majorité parlementaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu alternance politique. Cela revient à dire qu'il y a 2 chefs de l'exécutif. On dit que l'exécutif est bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a un Premier ministre qui est l'émanation de l'Assemblée nationale et il y a un chef de l'État qui est chef constitutionnel élu par au suffrage universel direct. Mais il n'a pas tous les pouvoirs. Il a des pouvoirs propres et puis il y a des pouvoirs partagés qu'il doit partager avec le Premier ministre. Et au cœur de ce partage, il y a le contre-seing du Premier ministre qui devient même renversé. Par exemple, en France, au temps de la première cohabitation, c'est le président qui contre-signait en fait et qui pouvait refuser sa signature aux ordonnances proposées par le Premier ministre. Vous savez sans doute que le président de la République, en nommant le Premier ministre, il a dit « vu l'accord ».
entre les CACH et les FCC. Il a donné une force juridique à l'accord. Et donc, lorsque des décisions sont prises en violation de ce cadre juridique, on n'est plus dans la légalité, ce n'est plus l'état des droits. L'état des droits, c'est la démocratie. La démocratie signifie qu'on laisse les institutions, qui sont le cadre d'exercice de la démocratie, fonctionner librement. Nous avons vu que l'on a empêché l'Assemblée de se réunir par des militaires ou des policiers. Ça, ce n'est pas la démocratie. L'état des droits, c'est aussi le respect des droits de l'homme. Justement, vous avez appris qu'il y en a, parmi ceux qui ont été nommés, qui ont pris l'initiative de contester la nomination, n'est-ce pas? Eh bien, il y a des gens qui les critiquent, qui les attaquent pour avoir tout simplement exercé leurs droits pour dire le processus qui a conduit à notre nomination, il n'est pas bon. Je reviendrai sur ce sujet dans une autre circonstance. Vous le saurez très très bientôt. Voilà ce que je peux vous dire pour l'état des droits. En tant qu'avocat de Mami Tchibola, ouais. Comment sommes-nous avec le dossier? Dossier Mami Tchibola. Monsieur l'évêque Mukuna, qui est prévenu dans cette affaire, a contesté l'impartialité du tribunal de grande instance de Kalamou. Donc il a contesté toute la procédure et celle-ci a été déférée à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour suspicion légitime. J'ai comparu comme intervenant volontaire, enfin, Madame Mami Tchibola a comparu comme intervenante volontaire, assistée de son conseil que je suis. Nous avons dit à la cour, nous vous demandons de dire recevable et fondée la demande de M. Mukuna, non pas pour les raisons qu'il avance, selon lesquelles il aurait pu être acquitté au motif du doute, parce que personne ne connaît les secrets de la délibération, mais parce qu'il y a des actes d'instruction qui n'ont jamais été posés. Quels sont ces actes? Un, on voit M. Mukuna dans les images portant une montre, n'est-ce pas? Bon, alors cette montre-là, c'est sa montre. Est-ce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles on les voit avec cette montre? S'il existe de telles situations, alors il faut que cette montre fasse l'objet des débats. On voit les images dans un véhicule. Mais la description de ces véhicules, elle est faite par Mami Tchibola. Il faudrait donc que le tribunal compétent ordonne qu'on perquisitionne ces véhicules pour vérifier la véracité des accusations de Mme Tchibola. Nous avons dit que Mme Tchibola a fait des descriptions du corps du prévenu. Il y a eu une ordonnance pour que le corps soit exploré. Le prévenu s'est opposé au général Tchomba. Quand je dis général Tchomba, c'est un professeur d'université, c'est un médecin légiste. Et c'est à ce titre, comme médecin légiste, qu'il a été requis régulièrement pour faire l'exploration, pour vérifier, n'est-ce pas, les informations données par Mme Tchibola. Mais le prévenu ayant refusé, nous demandons à la juridiction saisie d'ordonner qu'il y ait cet examen-là. C'est même dans l'intérêt du prévenu. Si réellement il n'a pas fait ce qui est mis à sa charge, si c'était moi par exemple, je vais accepter qu'on regarde mon corps. Comme ça, vous avez l'assurance que je ne suis pas la personne qui est dans ces images. Nous avons aussi dit qu'il faut qu'il y ait un expert en images pour pouvoir dire si ces images sont un montage ou des images vraies, crédibles, authentiques. Nous avons dit que le ministère public a retenu la menace au moyen de l'arme. Il faut que cette arme aussi fasse l'objet des débats. Mais le tribunal devant lequel l'affaire a été renvoyée n'a pas voulu ordonner ces mesures. Et elle a pris une décision sur les bancs dont Mami Tchibola a fait appel. Aujourd'hui, j'apprends d'ailleurs que le ministère public lui aussi a fait appel. Donc les juges ne peuvent pas se prononcer. L'appel est suspensif. Voilà. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire, cessez de publier des fausses informations parce que Mme Mami n'a jamais été arrêtée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ce qui s'est passé, c'est que... C'est avant-hier. Avant-hier, il y a eu beaucoup d'incidents. Moi-même, M. Mukuna m'a menacé pendant l'audience. Nous avons demandé que l'audience soit publique. Parce
au terme des dispositions de l'article 74 bis du Code de procédure pénale, c'est le ministère public et la victime des violences sexuelles qui seuls peuvent demander le huis clos. Or, M. Moukouna, par ses avocats, avait écrit pour dire « Je veux que je sois jugé publiquement » avant de changer. Avant de changer. Non, il a demandé, il a écrit par un des grands avocats de ce pays, il a écrit pour dire « Je veux que le procès soit public ». Mais pour des raisons qu'on ignore, il a changé après. Mais nous avons dit la loi, qui est déroge à la loi générale, qui est la loi sur les violences sexuelles, dit que seul le ministère public ou la victime peut demander le huis clos. Nous avons demandé que le procès soit public, mais au lieu que le procès soit public, le procès s'est déroulé à huis clos en violation de la loi. Et à cette occasion-là, nous avons été menacés et madame s'est vue arracher son téléphone par une policière qui l'a gardé pendant 2 heures. Pendant que nous on parlait, donc on ne pouvait pas la défendre. Et on l'a obligé à donner le mot de passe. Et la policière a dit non, elle filmait le sol. Voilà. Alors nous sommes allés réclamer ce téléphone-là. Non, suivez. Non, elle a dit qu'elle a pris des photos du sol. C'est ce qu'elle a dit. Alors nous sommes allés à l'ANER, parce qu'il y a un service ANER à l'intérieur, et nous avons récupéré les téléphones, et nous sommes rentrés avec Madame Tibola. Je suis étonné d'apprendre dans la presse qu'on a écrit qu'elle a été entendue placée sous mandat, ce qui est tout à fait faux. Merci. Merci.